Bonjour et bienvenue dans Demain à la Une, le magazine de France 24 qui traite des grands sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons donc par les titres de cette édition. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se réunissent les 30 et 31 janvier pour leur 24e sommet. La situation des femmes sur le continent est à l'ordre du jour, mais c'est surtout la lutte contre Boko Haram qui sera en tête de l'ordre du jour de cette réunion au sommet. En deuxième partie de cette émission, il sera question d'économie pour commencer. Le projet de loi pour la croissance et l'activité sera débattu à partir du 26 janvier pour un vote prévu le 3 février. Les détracteurs à gauche comme à droite estiment que le texte n'est pas votable en l'état. Enfin, un mot de sport pour finir, avec la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en ce moment en Guinée équatoriale. Plusieurs matchs sont à l'affiche la semaine prochaine, dont un qui opposera l'Algérie au Sénégal. L'Algérie qui figure parmi les grands favoris de cette édition. Merci donc d'être avec nous pour cette première partie. J'ai le plaisir de recevoir à ma droite Jean-Karim Fall, rédacteur en chef de l'antenne francophone de France 24. Bonjour Jean-Karim. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, vous avez Tatiana Mosso qui est journaliste aussi à la rédaction de France 24. Merci d'être avec nous. Bonjour. Le 24e sommet de l'Union africaine aura donc lieu cette année à Addis Abeba les 30 et 31 janvier. Le combat mené contre la secte nigériane Boko Haram est en haut de l'ordre du jour de cette réunion. 2015 sera aussi l'année de l'autonomisation des femmes sur le continent noir. Jean-Karim, je commence tout d'abord avec vous. Ce sommet de l'Union africaine a déjà commence le 23 janvier, mais ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui se rencontrent donc pendant ces 2 jours, les 30 et 31 janvier. Plusieurs thèmes, comme je le disais en titre, sont à l'ordre du jour, dont les femmes, entre autres. Oui, mais malheureusement, et vous l'avez souligné à l'instant, cette question de la place et du rôle des femmes dans le développement de l'Afrique risque d'être totalement occultée par, je dirais, les problèmes brûlants de l'heure, au premier rang desquels il y a bien sûr Boko Haram. Alors, ce que les chefs d'État auront à faire durant ces 2 jours à Addis Abeba, c'est de savoir quelle peut être la réponse d'une organisation comme l'Union africaine à ce défi que représente aujourd'hui Boko Haram, parce qu'on est passé, je dirais, à un stade d'une petite secte, si vous voulez, qui islamisait le nord-est du Nigeria, à un véritable problème régional. On l'a vu, le problème est tellement grave aujourd'hui que les troupes tchadiennes sont sur le point d'aller combattre Boko Haram en territoire nigérian. Je dis sont sur le point parce que pour l'instant, les troupes tchadiennes sont sur la frontière camerounaise. Elles n'ont pas encore pénétré au Nigeria. Donc, si vous voulez, quelle va être la réponse africaine à ce défi que représente Boko Haram? C'est à cette question qu'ils devront répondre, et c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Alors, Tatiana, justement, c'est une question qui est devenue régionale et qui doit être gérée de manière régionale. On a vu l'un des derniers massacres, ça a été cette attaque et pillage et tuerie dans plus de 16 villages dans le nord-est du Nigeria. Le bilan est impossible à confirmer, mais on parle de entre 150 et 2000 victimes. Effectivement, c'était le massacre de Baga au début du mois de janvier. C'est un problème régional dans le sens où ça concerne à la fois le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, tous ces pays qui ont une frontière commune avec le lac Tchad. Mais il faut surtout se rappeler que ça fait une petite décennie maintenant que la sonnette d'alarme est tirée par les différents pays. Le Nigeria et le Cameroun avaient déjà essayé de mettre des choses en place, notamment des patrouilles mixtes à la frontière, puisque le Cameroun savait déjà qu'il pouvait y avoir, c'est pas qu'il pouvait, il y avait déjà des incursions au Cameroun. Le Niger avait plus ou moins abordé les questions, mais c'était toujours resté en suspens. Et puis le Nigeria, à chaque fois, a affirmé dans sa position de leader, notamment de l'Afrique de l'Ouest, tout puissant, en disant on va gérer le problème, et ça a été négligé, vu la régionalisation aujourd'hui. Absolument. Donc aujourd'hui, la question se pose pendant ce sommet de l'Union africaine, mais quel rôle peut réellement jouer cette organisation et quel rôle peut jouer l'ONU aussi dans la gestion de ce dossier? Alors commençons par l'Union africaine. Tatiana vient de mentionner justement le rôle de puissance régionale du Nigeria. Et c'est ça qui pose souvent problème dans ce genre d'enceinte comme l'Union africaine. Quand vous devez gérer un grand pays, une puissance régionale, si vous devez gérer
gérer, je dirais, un petit pays, il n'y a pas de problème. Le Nigeria est un pays qui a toujours eu des ambitions continentales. Le Nigeria rêve, par exemple, d'avoir un siège et de représenter l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies le jour où il y aura une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si vous voulez, vous avez aujourd'hui en Afrique 2 puissances régionales. Vous en avez une au Nigeria, vous avez le Nigeria, mais vous avez aussi l'Afrique du Sud. Et ces 2 puissances régionales se livrent un combat à fleuret et moucheté, justement dans ce genre d'enceinte que représente l'Union africaine. Et pour ne rien vous cacher, aujourd'hui, un pays comme l'Afrique du Sud, qui a les mêmes ambitions que le Nigeria, regarde, je pense avec un petit sourire, les difficultés que rencontre aujourd'hui le Nigeria. Donc, ça veut dire qu'on gère des égos aussi ? Comment ? Finalement, on gère des égos quelque part aussi. On gère quelque part des égos. On gère des égos de grands pays qui veulent montrer à la face continentale, c'est-à-dire devant les autres pays africains, mais aussi à la face du monde, que ce sont des pays qui comptent, que ce sont des pays qui ont leur place dans le concert mais qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez même ce débat commence au Nigeria. Au Nigeria, vous avez aujourd'hui des officiels qui sont dans le premier cercle autour de Goodluck Jonathan qui disent, après tout, on peut gérer tout seul le problème. On n'a pas besoin de l'Union africaine. Et pour revenir sur l'Union africaine, le problème aujourd'hui qu'a cette organisation, c'est qu'elle n'a pas de troupes disponibles. Il n'y a pas... Cela fait une dizaine d'années qu'au sein de cette organisation, les Africains essaient d'avoir des troupes en attente qui sont prêtes à intervenir. Et l'ONU ? Et l'ONU, vous le savez, aujourd'hui est débordée. Elle est sur tous les fronts. L'ONU a une énorme opération de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle au Congo, on imagine mal l'ONU déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et le problème de l'ONU aussi, l'ONU, si vous voulez, je vais être schématique, mais ce n'est pas parce que vous allez mettre des casques bleus péruviens, mettons, à Maïdougouri, au fin fond du nord-est du Nigeria, que vous allez régler et faire peur, entre guillemets, à ces combattants sanguinaires que sont Boko Haram. Parce que quand vous parlez de l'ONU, il faut aussi parler des États contributeurs. Alors, il y a beaucoup de pays du monde qui sont prêts à donner, à prêter des hommes pour aller faire du maintien de la paix, c'est-à-dire aller se poser dans un endroit, regarder, voilà. Mais aller se battre contre des fous sanguinaires, contre Boko Haram, ça veut dire que vous allez avoir à gérer des pertes. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays de la planète qui sont prêts à prendre ce risque-là. Tatiana, ce groupe terroriste est devenu encore plus sanguinaire depuis l'arrivée de celui qu'on connaît aujourd'hui, Aboubacar Shekau. On le voit, c'est celui qui fait les déclarations qu'on voit sur YouTube. Il est arrivé en 2010. Mais aujourd'hui, la France et l'Europe demandent effectivement aux États africains concernés d'unir leurs forces pour faire face à ce problème. En gros, de se débrouiller. Et la France, entre autres, annonce qu'elle peut uniquement apporter un soutien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le soutien, alors ça peut être un soutien technologique. Ça fait plus de 2 ans qu'on parle de drones américains ou européens, voire français, au-dessus de cette zone. Et pourtant, il y a eu un massacre comme celui de Baga. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu, du moins officiellement, de participation ou des renseignements fournis par ces fameux drones. Les différentes autorités attendent toujours. Du moins, ça, c'est le retour qui est fait. Mais pour revenir un petit peu sur l'historique de Boko Haram, à partir de 2008, il commence à émerger. C'est une toute petite secte, Jean-Karim l'a rappelé. En 2009, à Maïdougouri, ils prennent de l'ampleur. France 24 avait déjà couvert à ce moment-là, puisque moi je m'y étais rendue, cette arrestation d'à peu près 800 membres de la secte dans des affrontements violents avec la police. Ensuite, il y a eu une phase 2009-2010 où il n'y a plus personne. On en est même à se dire, tiens, Ansarou, qui est l'autre groupe dont on ne parle plus aujourd'hui, a ressurgi et est en train de voler un petit peu la vedette à Boko Haram. Et ensuite, on voit Shekau apparaître. Shekau, il a des influences d'Arabie Saoudite, yéménite. On ne sait pas exactement quelles sont ses relations à l'extérieur, mais en tout cas, il y a cette influence extérieure que Boko Haram a subie. Justement, j'ai envie qu'on finisse là-dessus avec vous deux. Qui finance Boko Haram aujourd'hui ? On a parlé, vous parlez par exemple des influences de l'Arabie Saoudite, on en parle parce que c'est le même problème qui s'est posé avec Daesh, c'est d'où vient l'argent pour que des groupes comme ça puissent aujourd'hui continuer sur le terrain autant.
Alors, vaste question. Une partie du financement, c'est ce que j'appellerais le business des otages. Même si Boko Haram, n'a pas érigé ce système de prise d'otages à l'échelle industrielle, comme on l'a vu par exemple avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, ils ont quand même enlevé un certain nombre d'otages. Et donc ils ont dû avoir, je pense, quelques millions de dollars. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils contrôlent des zones. Ils contrôlent des zones et ils lèvent des taxes. Ils participent aussi au commerce parce qu'ils contrôlent des zones. Et puis surtout, ils se servent, et là c'est pour l'armement, ils se servent sur la bête. C'est-à-dire que l'armée nigériane a tendance souvent à leur laisser des stocks de matériel neuf parce que les soldats nigérians reculent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le Nigeria, on le disait tout à l'heure, est la deuxième puissance économique du continent. Dans cette puissance économique, il y a des hommes riches. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de financement qui vient de l'étranger ? Il peut y avoir des financements qui viennent de l'étranger. Pour l'instant, personne n'a réussi à remonter toutes les filières. Il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on disait que Boko Haram, c'était d'abord un problème local, c'était aussi un financement local. Du moins jusqu'en 2010, les pistes qui ont été remontées tendaient à prouver que des notables de la zone de Maïdougouri et de certaines régions du Nord avaient tout intérêt à faire plus ou moins le jeu de Boko Haram. Après, jusqu'à quel moment ils ont été dépassés justement par la violence du groupe, on ne sait pas. Mais il y avait déjà un financement local. Donc, la lutte contre Boko Haram, comme je le disais en titre, sera effectivement à la tête de l'ordre du jour de ce sommet de l'Union africaine. Ça sera les 30 et 31 janvier courant. Merci beaucoup, Jean-Karim Fall, pour ces explications. Merci, Tatiana, d'avoir été avec nous. Je vous retrouve donc tout de suite, juste après le bulletin d'information, pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.